Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où l'on dissèque, on analyse et où parfois on se bidonne devant le genre roi du cinéma français. Aujourd'hui, on va parler de Sous le même toit avec Dominique Farrugia et avec Gilles Lellouche et Louise Bourgoin. Je suis Daniel Andriel et autour de moi, mon équipe de colocs. Mélissa Gazio, bonjour. Bonjour. Hugo Alexandre. Salut Daniel. Delphine ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est qui lui ? Mon maman. Oh. Oui. Dis-moi, vous êtes médecin, c'est ça ? Oui. En ce moment, j'ai beaucoup de peine à respirer. Ah bon ? C'est grave. Moi, je sais pas. Et je vais vous faire, vous allez mieux vous rendre compte. Bon, Yvan. Oui. Casse-toi. En ce qui concerne l'appendicite, on peut l'avoir à n'importe quel âge ? Parce que moi, ça me titille, c'est comme si ça me picotait un peu des fois en bas de l'aine. Le relou qu'on a entendu parler et respirer comme un phoque, c'est Gilles Lellouche. Et la fille qui s'énerve, c'est Louise Bourgoin. Ils étaient mariés et bon, l'amour faisant, ils veulent divorcer. Mais le seul problème, c'est que Gilles Lellouche possède encore 20% de la maison et il impose son auguste personne dans cette maison qui ne veut plus de lui. Louise Bourgoin, elle ne veut plus de lui. Et donc c'est une espèce de conflit sous le même toit. Et j'aime autant vous dire que Gilles Lellouche, il est au maximum de ses possibilités, c'est-à-dire il joue le relou comme personne et en même temps on a l'impression qu'il se force pas trop. Mélissa, je te vois sourire, tu es d'accord ? Oui, je suis parfaitement d'accord. Pour le coup, il est vraiment insupportable. À aucun moment je suis de son côté dans le film, même au début quand il nous fait un peu pitié. Enfin, le début est très particulier, ça fait un peu drame social avant de partir à fond vraiment dans la comédie et l'enchaînement de gags. Et vraiment, je lui souhaitais du mal en fait. J'avais vraiment envie qu'il souffre. C'est peut-être aussi le problème, c'est que normalement dans une comédie, surtout qui implique le fait que ils vont se remettre ensemble, ça reste quand même un peu une structure de rom-com. C'est un problème si t'as envie de le noyer. Ah oui, j'ai vraiment envie de le noyer et du coup je me suis dit que j'allais peut-être me mettre du côté de Louise Bourgoin, mais je la trouve insupportable aussi. Donc les deux me tapaient sur le système, c'était horrible. Alors c'est un peu aussi le ressort comique du film puisque ils sont traités de gosses par l'assistant social et en fait, c'est que ces deux personnes, deux adultes ne peuvent pas s'entendre. Hugo, est-ce que toi, ça t'a inspiré moi, je suis pas tellement dérangé par le fait qu'on ne s'attache pas à ces personnages-là, puisque c'est un peu une post-rom-com, comme il y a eu récemment avec Papa ou Maman, où en fait, les personnages sont détestables et c'est ça qui est précisément censé nous faire rire. Et Gilles Lellouche est dans son rôle habituel de gros beauf qui fait très très bien. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il sait faire. Donc j'étais ravi de le revoir dans ce rôle-là. Est-ce qu'il a un autre spectre d'acting ? Je ne pense pas. À chaque fois qu'il a essayé autre chose, ça a échoué à mon sens. Donc est-ce que je peux rappeler juste avant de te relancer que c'est quand même le mec qui a réussi à surjouer une scène dans laquelle il est pas dans Les Petits Mouchoirs. Puisque à un moment il fait mais je suis trop con, mais voilà, et maintenant elle est partie et voilà, c'est tout ce que t'auras, alors qu'il est pas dans le champ mais il arrive quand même à surjouer cette scène. Je trouve que c'est je trouve que Gilles Lellouche dans Les Petits Mouchoirs, c'est vraiment une des réussites des Petits Mouchoirs. Du fait qu'il y en a pas beaucoup. Putain, cette vanne, comment tu non mais il était vraiment dans son rôle de Gilles Lellouche quoi, et ça lui allait très bien. Mais là le problème c'est que en fait le film est pas vraiment écrit en fait. Et moi, en voyant la bande-annonce, j'étais plutôt hypé. Enfin, les vannes qu'on voit dans la bande-annonce sont drôles, je trouve. Et dans les films, ça fait rire. Par exemple, quand il va voir ce médecin qui est en train de se faire sa femme, et en fait, c'est plus sa femme, son ex-femme. Son ex-femme. Je trouve que ça marche plutôt bien dans la bande-annonce et dans le film. Mais en fait, il y a très peu de scènes comme ça dans le film. Et en fait, Farrugia, ses derniers films, il avait tous le même problème. Je pense notamment à Bis et au Marquis, où il y avait un bon concept de départ, mais il y avait jamais de gag. En fait, c'était jamais drôle. C'est juste totalement tiède du début à la fin. Et en fait, ce film-là retombe un peu dans ce travers aussi, c'est-à-dire qu'il veut faire un truc un peu doux amer, donner un peu des leçons, et du coup, il oublie
d'être drôle, quoi. C'est aussi ce que je me suis dit en voyant le film. D'abord, j'ai regardé ma montre et je me suis dit, oh là, le moment où le film commence vraiment, c'est 45 minutes. C'est-à-dire le moment où ils sont obligés de vivre ensemble. C'est 45 minutes dans le film, donc c'est 45 minutes, tu rigoles pas trop. Et du coup, je me dis, il y a vraiment un problème structurel dans le film. Est-ce que il n'y a pas un vrai problème d'écriture, Mélissa, tu penses pas? Ah, si. Est-ce qu'il ça aurait pas mérité plusieurs, genre au moins 3-4 versions supplémentaires? Oui, au minimum. Mais le problème, c'est que le film arrive ni à être vraiment drôle, ni à être vraiment triste. Donc, et j'étais d'accord avec toi aussi pour le côté tiède. Et même par rapport à Papa ou Maman, en fait, je les trouve beaucoup trop. Ils sont pas assez insupportables. Ils sont insupportables, mais pas assez pour que ce soit intéressant, pour que ce soit drôle, en fait. Donc, Ouais, et souvent ils se rabattent sur de la grossièreté gratuite, en fait. Souvent, Gilles Lelouch dit des insanités. Ou le point ta gueule est très vite atteint. Ah ouais, le point. Alors il y a un point ta gueule. Alors il faut expliquer ce que c'est le point ta gueule. On a comme ça avec Hugo parfois quand on regarde les comédies ensemble, c'est quand une comédie, tout d'un coup, vas-y Hugo. Oui, c'est une théorie qui se vérifie de film en film, c'est incroyable. En fait, dans toute mauvaise comédie française, il y a un point où un personnage dit ta gueule sans raison et on est Juste censé pour faire rire. ta gueule. Et plus le point ta gueule est au début du film, et plus la comédie est mauvaise. Là, j'ai noté le point ta gueule et au bout d'une heure quand même. Mais bon, c'est quand même. Mais c'est parce que le film commence à 45 minutes déjà. Ouais, C'est un peu ça. Mais pour revenir à ton problème d'écriture, c'est aussi le côté non linéaire du film qui aide pas non plus, en fait. Oui, parce que c'est un flashback. Un flashback dans un flashback. Alors explique-nous ça. Ça commence à un flashback, mais ensuite c'est un post-flashback. C'est ça, et après le refilm continue, et en fait, à la fin, on nous explique ce qui s'est passé avant le flashback et après le flashback. Enfin, et en fait, il y a des moments qui interviennent où c'est le futur, et elle est en train de fumer où Louise Bourgoin est en train de fumer du shit avec Marianne Chazelle, je crois. Oui, c'est ça, c'est ça. Et tu comprends que c'est le futur, et elle est en train de parler, genre, pourquoi ils ont pas pris une structure un peu... Et surtout, on sait jamais qui est cette personne de Marianne Chazelle qui débarque comme ça, sans... C'est une vieille qui fume du shit, et je pense que c'est un personnage récurrent de la comédie française. C'est que t'as toujours besoin d'un vieux qui fume du shit pour rappeler, ah, les jeunes, vous êtes pas assez... D'ailleurs, c'est étonnant que, enfin, ça fout un gros coup de vieux que Marianne Chazelle joue une vieille. C'est jamais arrivé. Là, tu te dis, ok, bah, c'est une grand-mère qui a... Mais attends, Chantal Lobby, elle joue la mamie alcoolique maintenant. Il faut se faire à l'idée. Elle joue la maman. Après, j'ai peut-être pas vu tous les films récents où il y a Chantal Lobby. Mais par contre, dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, elle joue une maman, qui sera peut-être bientôt grand-mère, mais on est dans la transition en fait là. Mais j'ai l'impression que c'était surtout un cache-misère, cette histoire de structure, justement pour compenser cette écriture un peu faible. Je crois que quand on n'a pas grand-chose à raconter, on déconstruit l'histoire. Ouais, pour un peu perdre les gens, je pense. Ça arrive souvent en fait dans les comédies. Parfois, il y a un jeu de flashback comme cette comédie sur le mariage où en fait c'était le plan de table. Je crois que ça s'appelait plan de table. Ouais. Tu te souviens de plan de table, c'était horrible. Il y avait Franck Dubosc là-dedans. Ouais. Oui, pendant 2-3 minutes, et c'était 2-3 bonnes minutes, mais sinon le reste c'était affreux. Et là, ouais, vous avez raison tous les deux, c'est que on rigole pas en fait. Et les seuls moments où t'as l'impression que la comédie c'est de se rattacher à quelque chose, je te vois opiner, mais ça c'est que c'est quand ils ont recours à ce que je déteste en comédie, c'est les enfants qui balancent des bons mots d'adultes. Et alors, c'est horrible. Ils parlent pas du tout comme des enfants, c'est insupportable. Et toi, ils t'ont choqué aussi, hein? Oui, bah de toute façon ils jouent mal, mais bon, ça après. Alors voilà. c'est le problème, mais il y a aussi le problème, c'est ce qu'on leur fait dire. C'est ça. Ouais, enfin, il joue quand même très très mal, et je comprends pas comment, enfin, il y a des films où les enfants jouent bien. Alors, ils sont pas trop en France. Je préfère dire, pour pas les traumatiser si jamais ils écoutent, ils sont mal dirigés, c'est ça. Oui, non, mais clairement, enfin, du coup, l'adolescente qui joue Violette, c'est Adèle Castillon, donc c'était une youtubeuse, donc je crois que c'est son premier rôle au cinéma. Youtubeuse. Oui, oui. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Adèle, ta chérie d'amour, qu'elle a commencé quand elle avait 14 ans, donc en plus elle est extrêmement mûre, sa chaîne est vraiment chouette. Et donc premier pas au cinéma. C'est une nana d'expérience qui nous arrive là. Oui, bah oui, donc du coup, je penche pour le mal dirigé pour le coup. Ouais, alors c'est vrai que ce qu'on leur fait dire est totalement indigent, quoi. Enfin, c'est complètement con. En fait, le truc, c'est que effectivement, enfin évidemment, les parents vont se rabibocher à la fin, et c'est un peu, ça part un peu des enfants le truc. Donc il faut qu'il y ait des dialogues entre eux pour qu'on comprenne bien que c'est eux qui trinquent de cette histoire. Et en fait, les dialogues entre eux, enfin ça n'a aucun sens. Alors il y en a un qui est vaguement surdoué, et c'est une espèce d'arc narratif qui se déroule sur le fait Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce gamin là? On va revenir dessus, on va s'écouter une vanne, ensuite on va reparler du gamin. Tout ce qui est là, n'y touche pas. Ça, c'est ta partie. Ah oui, je vois, t'as mis du scotch, comme ça on a chacun une partie du frigo, un peu comme les colocs.
Ce planning de la salle de bain a été conçu en fonction de mes horaires. Si j'ai envie de pisser hors planning, par exemple, on fait comment? On demande gentiment l'autorisation. Delphine, est-ce que tu peux m'ouvrir la porte, s'il te plaît? J'aimerais aller faire pipi. En fait, je suis très en retard, j'ai un rendez-vous hyper important, je suis à la bourse. Si tu pouvais m'ouvrir, s'il te plaît, je te le demande poliment. Ouvre-moi cette porte. Je m'en fous, j'étais là avant. Tu l'ouvres? Sinon, je te jure que... Et sinon quoi? Eh ben, je pisse dessus, voilà ce que je vais faire. Je pisse, hein, je le fais, hein. Je m'en fous, ouais. Ah, tu vois, faut toujours qu'on en arrive à des... T'étais là, toi? Ouais, j'étais là. Je ne savais pas. Je préfère vous laisser entre adultes. J'avais pas pissé dessus. Alors, c'est aussi un rapport des adultes devenus enfants. C'est un truc qu'on voit souvent au cinéma. C'est pas un truc qui est toujours très... C'est pas toujours un pari gagnant, mais alors qu'est-ce qui se passe avec ce gamin qui nous est présenté comme un génie, mais Qui se fait harceler à l'école aussi. qui se fait harceler à l'école. Alors qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Est-ce qu'elle est définie par son génie et ses parents en plus, parce que c'est un vieux cliché aussi, le gamin surdoué dans une famille. On a vu ça dans Les Tuches par exemple. Enfin de sinistre mémoire. Ah, je me souviens pas du gamin surdoué dans Les Tuches. Ah ben dans Les Tuches, c'est lui qui leur refait gagner l'argent qu'ils ont perdu et il investit. Sauf que dans Les Tuches, c'est la honte d'être surdoué. Puisque il travaille, vas-y, va. Il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Mickey ou un nom stupide. J'avais oublié ce film, je l'ai effacé de ma mémoire malheureusement. Et il faut que tu te prépares parce qu'il y a Les Tuches 3 qui arrivent. Ouais, j'ai pas eu le 2, mais je rattraperai le 2 pour le travail. Horrible, enfin c'est horrible. Il y a un truc. Alors, sur le gamin surdoué, je pense que il voulait résoudre la situation par les enfants et donc du coup il fallait trouver quelque chose qui fasse que le film reparte à partir des enfants et voilà c'est le truc justement et ça ils ont peut-être un petit hommage aux Tuches en même temps que une ficelle facile pour faire repartir le film quoi. C'est ça, il fallait une excuse pour qu'ils aillent chez le proviseur. Enfin, il faut qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui commence à s'inquiéter de ce qui se passe vraiment, autre que les fameux meilleurs amis qui servent un peu à rien. Et alors j'avais souci, et là je viens juste de m'en souvenir, j'avais un souci de me souvenir des noms des protagonistes. Mm-hmm. Et en fait c'est simple, c'est Delphine et Yvan, et donc c'est la suite spirituelle de Delphine 1, Yvan 0. Un succès incompréhensible pour moi. Je sais pas si vous vous souvenez encore de cette comédie. Alors, je me souviens juste du concept qui était marrant, c'est que le film était commenté pendant tout le long par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. C'est dire à quel point c'est daté dans le temps. C'est ça. Ah ouais, malheureusement. Mais je me souviens plus trop des personnages. Alors, est-ce que Serge Aznavour c'était aussi beauf que Gilles Lelouch? Oui, il était vraiment relou. C'était vraiment les mêmes personnages. C'était vraiment gros relou, ouais. Et quand Serge Aznavour, qu'on revoit en caméo dans ce film-là. Et bon, on peut juste dire un mot plus global sur la carrière de Farrugia, qui a avoir été un comique extraordinaire dans le temps. On est tous d'accord. On est d'accord. Je veux dire, le film de Les Nuls, enfin, c'est un film qu'il a quand même écrit. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa filmo ces dernières années où c'est des films à chaque fois jamais très intéressants. Ce qui est bizarre, c'est que, pendant les années 90, il faisait des trucs très estampillés nuls. Donc, il y avait la stratégie de l'échec aussi, qui était un truc, c'était avec Jean-Paul Rouve et Maurice Barthélémy et Cadmerade. C'était totalement, c'était farfelu. C'était farfelu, c'est le mot, ouais. Et en fait, il a pas refait de film pendant des années. Il est revenu en 2010 avec L'amour c'est mieux à deux et ensuite Le Marquis et Bis. Et c'est des films qui sont beaucoup plus dans quelque chose de classique. Enfin, c'est presque des sitcoms, ouais. Enfin, ouais, c'est des films qui n'ont pas une grande aspérité, où on retrouve pas du tout l'esprit nul, sauf peut-être que, comme je disais, la grossièreté, mais qui est plus du tout subversive. Donc, en fait, peut-être qu'il a voulu rentrer dans le rang et à chaque fois, il bosse avec des scénaristes qui sont un peu des gens qui ont la recette d'un scénario bien construit, mais pas forcément de quelque chose de très drôle ou de très novateur en matière de comédie. Donc peut-être que c'est aussi au niveau de l'écriture que ça pêche. En tout cas, son caméo, c'est peut-être le moment où j'ai le plus souri du film. Tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est ce que j'allais dire. J'ai soufflé du nez très fort à ce moment-là. C'était mon max. Je me suis dit, peut-être, il est en train d'écrire une espèce de Farrugia Cinematic Universe, une espèce de truc où, puisqu'il y a Delphine 1 et Yvan 0, peut-être qu'au loin, les personnages de Bis reviennent dans le temps, je ne sais pas. Mais il y a des moments aussi où il est un peu juste, que par rapport à Delphine, quand elle voit que Yvan fait une petite fête avec leurs amis communs, qui ont arrêté de lui parler après la séparation, où elle règle un peu ses comptes. C'est fait de manière assez vénère, mais c'est sa meilleure scène. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est la meilleure scène du film en fait. Vraiment, là où je trouve que ça tombait à peu près juste.
c'était moment où où il y ça, a comme un vrai commentaire. Ouais. c'est ça où ça me faisait penser vraiment à un vrai couple qui se sépare et aux conséquences qui peuvent arriver. Le reste, pour le coup, c'est pas du tout une c'est scène de artificiel. comédie, c'est une scène d'explication ou ouais, de règlement de compte, quoi. Peut-être mais- qu'il devrait pas faire de comédie et devrait se reconvertir dans le drame. Figurez-vous, moi, il y a un truc qui me titillait. Tout ce film est basé sur le principe qu'il possède 20% de la maison, qui en plus ne sont pas à lui, puisque c'est pas lui qui a payé l'argent, c'est elle, c'est ses parents, une histoire d'héritage, mais il s'est retrouvé avec 20% de la maison. J'ai un problème, puisqu'en fait, je me suis adressé à un avocat. Et je lui ai dit, mais pendant tout le film, je me suis dit, c'est pas possible que tu sois obligé de te garder Gilles Lelouch à walper chez toi, sur ton canapé, alors que t'as pas envie d'avoir Gilles Lelouch chez toi. Et elle m'a dit, oui, non, effectivement, ça ne tient pas, en fait. C'est le problème de ce film, c'est qu'il n'est Non, pas mais surtout, le mec a 20% de l'appartement, mais il passe des nuits dehors. En fait, ça lui vient comme ça à un moment, mais bon. C'est ça. Et en plus, le fait est que, et je m'adresse à tous les gens qui ont 20% avec leur conjoint qui est un peu relou comme Gilles Lelouch, c'est que c'est totalement prouvable devant un avocat d'où viennent les fonds. Et si tu peux prouver d'où viennent les fonds, Gilles Lelouch n'a aucune chance devant un tribunal. Il se retrouve à poil. Et là, littéralement, pas juste, il impose sa bite devant tout le monde. Puisque c'est une Non, scène mais du film. attends, si tu en es à pointer les incohérences, est-ce que tu connais beaucoup d'agents de joueurs qui ont un seul joueur et qui en plus ils sont même pas sûrs qu'ils l'ont parce qu'il a pas encore de club. Qu'est-ce qui se passe avec ce joueur? Parce que c'est ça, en fait, de son boulot. Il est agent de joueur. Mais il a pas de joueur. Il n'a pas de joueur, mais en fait, il est avec lui, mais pas complètement avec lui. Non, il a un joueur et il le voit tous les 15 jours parce que, enfin, en dehors de ça, enfin, on le voit très très peu, ce joueur qui est pourtant l'intégralité de son travail, de son travail. Enfin, il en fait rien, quoi. Donc, alors, il veut le garder à tout prix. Quel est son travail à elle déjà? Elle est infirmière. Elle est infirmière, voilà. Ouais. Il paraît tellement incohérent par rapport à elle qui est un peu posé dans le temps. D'ailleurs, on peut comprendre comment elle, infirmière surendettée, elle peut encore vivre dans sa maison. Elle vit très très bien et lui, avec leur carrière, je comprends pas encore un épisode de Friends en fait. Mon amie avocate te dirait que dans le cas d'héritage, bon, c'est le moment de donner un prix à ce qu'on a vu. Mélissa, je te sens souffler. Non, je vais pas être trop méchante parce que la scène de l'engueulade m'a quand même fait rire. Il y a 2-3 scènes qui m'ont fait rire, mais d'autres qui m'ont énervé. Donc, allez, 4 €. 4 €. Ouais, il faut qu'on te dise, c'est ta première fois dans MDR. Oui. 4 €, c'est très généreux. Ouais, mais bon, après, j'y suis allé qu'une carte, j'ai limité, hein, mais oui, là, ouais. Alors il y a ça, mais. Qui joue? Mais ouais, allez, 4 € pour 2-3 scènes drôles, mais il faut s'attendre à s'énerver aussi beaucoup. Et toi, Hugo? En fait, on n'a pas parlé du tout des acteurs, à part Gilles Lelouch un peu. Et toi, tu veux revenir sur Julien Boisselier, bien sûr. Ouais. Parce qu'il faut expliquer un truc, c'est que Hugo a un crush sur Julien Boisselier. J'aime bien Julien Boisselier. Mais je vais en parler juste après. D'accord, ok. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que les 4 acteurs principaux du film sont excellents. Malheureusement, on leur fait dire des choses pas très drôles. Donc, je veux citer Gilles Lelouch, Louise Bourgoin, Manu Payet et Julien Boisselier, qui sont tous très bien. Et en fait, rien que pour les récompenser, pour les encourager, je vais les payer chacun 50 centimes. Donc, ça fait 2 €. Je vais pas voir le film, mais je les encourage. Voilà. pour leur longue carrière. Alors moi j'ai un petit souci avec Louise Bourgoin, puisque en fait j'ai un problème avec sa voix en fait. Sa voix, je la trouve aussi belle que sa voix m'horripile. J'ai vraiment un problème avec elle. Je comprends pas. Alors que donc moi je donne 2 € parce qu'il y a cette scène où elle descend l'escalier en robe du soir où elle est complètement craquante. Voilà, ça elle m'a fait plus rire à ce moment-là, puisque elle essaye vraiment de l'allumer, alors que ouais, vraiment il y a un truc où ils ont aucune forme d'osmose entre les deux. C'est mon moment préféré. C'est le moment de faire une petite reco. Alors moi, tu veux commencer? Ouais, je commence. Et ce film m'a pas inspiré grand-chose en termes de recommandations. Donc, je me suis souvenu qu'il y avait Julien Boisselier dans le film, et donc je vais parler d'un film avec Julien Boisselier qui s'appelle Les Portes de la Gloire. C'est le meilleur rôle de Julien Boisselier, mais c'est aussi le meilleur rôle de Benoît Poelvoorde. C'est un film qui suit les pérégrinations d'une bande de vendeurs au porte-à-porte qui vendent des encyclopédies. Et Julien Boisselier, Vas-y, continue. Tu l'as vu ou pas?
Non, mais tu es le fanboy français de Julien Boisselier. Il faut si Julien Boisselier nous écoute, il faut qu'il sache. Il joue des méchants dans les comédies depuis quelques années. Celui-là, très bien. Il joue le notable, le comptable, le mec un peu c'est vicieux. ça, avec une petite voix un peu aiguë, là. Si possible, avec une petite moustache un peu post-collabo, tu vois. C'est ça. Et donc, les Portes de la Gloire, donc, ce groupe de vendeurs au porte-à-porte est mené par Benoît Poelvoorde. Et il y a Julien Boisselier qui arrive, qui est le gendre du patron et que Benoît Poelvoorde est obligé d'avoir dans son équipe. Et donc, Julien Boisselier a toujours cet air un petit peu bénet, cette petite voix, ce côté pas assuré qui arrive. Et en plus, là, il est dans une situation un peu compliquée. Et Benoît Poelvoorde en prend plein la gueule dans ce film. Le film est hyper cruel avec ses personnages, mais à la fois hyper drôle. Enfin, c'est très très cynique, mais très très drôle. Enfin, il faut voir le film, je vous le conseille. Surtout si vous aimez Julien Boisselier. Écoute, toute la famille de Julien Boisselier est en train de le télécharger. Mélissa, toi? Écoutez, si Louise Bourgoin vous manque, vous pouvez regarder un peu ses moments quand elle était Miss Météo sur Canal+. Mais sinon, effectivement, moi aussi, j'ai eu du mal à trouver un peu quelque chose qui m'inspirait. Et j'ai repensé donc à la filmo de Farrugia et j'avais vu L'amour, c'est mieux à deux, qui était sorti en 2010 et qui, à défaut de m'avoir laissé un bon souvenir, ne m'en avait pas laissé de mauvais. Donc je me suis dit que c'était quand même déjà pas mal par rapport à celui-là, où Manu Payet joue exactement le même rôle que dans ce film. Donc d'ailleurs, j'ai toujours pas compris... Le queutard. Voilà, le queutard. J'ai toujours pas compris d'ailleurs quelle est la règle tangible qui fait que Manu Payet joue le queutard dans tous les films qu'il fait. Je sais pas, il y a peut-être un truc. Il est craquant. Je sais pas d'où ça sort. Mais pourquoi Manu Payet? D'abord, c'est un mec très 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 sympa dans la vie en fait. Et ça aide beaucoup pour avoir des rôles de mecs queutards qui se tapent. Très queutard dans la vie aussi. Oui, peut-être. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est son rôle fétiche qu'il tient depuis un bon petit moment maintenant. Enfin bref. Donc du coup, le film où c'était donc on troque Louise Bourgoin pour Virginie Fira. Ça va, on perd pas au change. On est quand même pas mal. Et donc le mec principal, c'est Clovis Cornillac. C'est Clovis Cornillac, ouais. C'est ça. Et en fait, Clovis Cornillac, lui, croit en l'amour et croit aux rencontres qui se font de manière hasardeuse. Absurde. Oui. Et en fait, c'est Manu Payet qui, lui, donc du coup, est un queutard et fait croire, en gros, essaye d'arranger un coup entre Virginie Fira et Cornillac, en faisant croire qu'en gros, la rencontre se fait de manière purement fortuite pour qu'ils se mettent ensemble. Sauf que le moment où il se rend compte que c'est arrangé, il en est dégoûté et ce pitch et Mélissa, je suis désolé. Mais vas-y, mais tu peux. C'est un film que j'ai mis 3 fois à regarder parce que j'y arrivais pas et je suis sorti de la salle tellement j'étais scandalisé. Alors je ne l'ai pas vu au cinéma pour le coup. Et les deux secondes fois c'était dans l'avion. Je m'étais mis un défi et là il y a pas de porte de sortie dans l'avion. Et moi je vais il y a une micro-scène de ce film où Gilles Lelouch joue comme un gamin. À un moment, elle lui dit « Ah, il faut que tu ranges ta chambre et tout ça ». Et il joue comme un gamin. Et on a l'impression que c'est un enfant prisonnier dans un corps d'adulte. Et dans cette micro-scène, j'ai pensé à Frangin malgré eux, donc un classique de Adam McKay maintenant, c'est une comédie US, avec Will Ferrell et John C. Reilly, où ces deux gamins, donc ils sont frangins, et ils sont coincés, ces deux adultes coincés dans des gores de gamins, c'est jubilatoire. Alors je sais que c'est vu le setup, vu les acteurs, ça passe ou ça casse. J'ai adoré ce film et il y a un moment absolument génial où ces gamins quand même qui sont traités vraiment de manière très très difficile par la caméra, il faut les voir, hein, habillés en short comme des gamins et tout ça, où tout d'un coup ils deviennent des adultes, ils se mettent à la musique et il y a un moment vraiment extraordinaire à la fin. J'adore Frangin malgré eux, c'est une de mes comédies préférées. Merci au coloc Jules à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes les applis dédiées au podcast, mais aussi sur SoundCloud. Merci de vous abonner et de nous laisser des commentaires plus positifs que ceux qu'on laisse sur les films. La semaine prochaine, on n'a pas encore décidé de ce qu'on allait encore chroniquer, parce que ça, c'était un film de l'entre-deux tours. Et je vous invite à aller voir des comédies en ce moment, puisque les salles sont vides. Je sais pas ce qui se passe en France en ce moment. Donc voilà, allez, continuez d'aller voir des comédies. Les salles sont vides, profitez-en. Vous avez aimé ce que vous avez entendu ? Vous allez adorer Flashback avec moi, Antoine Julien. Et moi, Antoine Cyr. La seule émission entièrement consacrée à l'actualité des classiques du cinéma. On parle maintenant des rétrospectives et la première d'entre elles est consacrée à un très grand cinéaste, Monsieur John Borman. Avec des ressorties. Des rétrospectives. Des histoires de cinéma. Alors, c'est elle aussi, Joan Crawford, une star en déclin de l'âge d'or d'Hollywood. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas de personnalité
qui soit plus opposé à Bette Davis que ne l'est John Crawford. Des livres et des DVD. Et bien sûr, des invités. Costa Gavras, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Un programme de séance radio à retrouver sur SoundCloud, iTunes et toute autre plateforme dédiée.